Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Beaucoup de choses sont à venir en politique fédérale en 2015, dont, entre autres, la tenue d'une élection fédérale qui devrait être le 19 octobre 2015 si M. Harper n'en décide pas autrement. Alors, je discute de tout ça avec la députée fédérale du NPD en Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Mme Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Moore. C'est très gentil à vous. Mme Moore, 2014 a été une grosse année, un mariage pour vous. Oui. 2015 sera une autre grosse année pour vous, la naissance d'un petit bébé. Oui. Alors, félicitations à vous. Merci beaucoup. Et je me fais aussi le porte-parole de toute la population pour vous féliciter et vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Et aussi des élections. Fait que là, Mme Moore s'enligne, comme on dit, dans toute une année 2015. Ça vous fait peur un peu? Ben, j'ai toujours été quelqu'un qui était très active. Tu sais, j'ai mené des campagnes électorales tout en étant étudiante à temps plein, puis en travaillant à temps plein aussi. Okay. Je suis habituée, si on peut dire, à en avoir quand même pas mal sur les épaules. Puis j'ai toujours été jusqu'à maintenant capable de le gérer. Donc, c'est sûr que ça va être une période très occupée, mais je vais passer au travers. Comment, juste une question de même, Mme Moore, comment allez-vous concilier, vous allez accoucher en septembre, puis les élections, en principe, devraient être le 19 octobre 2015. Donc, comment va se faire la campagne électorale pour Christine Moore? Ben, le bébé risque de m'accompagner pendant la campagne électorale. Donc, c'est sûr et certain qu'on risque de voir le bébé avec moi la majorité du temps. Mais ça sera une belle image. Ça sera une très belle image. Ben effectivement, de plus en plus en politique, c'est quelque chose de fréquent. Il y a je vais être la 5e femme à avoir un enfant en cours de mandat. Il y en a une qui en a eu 2 d'ailleurs. Il y a plusieurs hommes aussi qui ont eu des bébés pendant leur mandat. D'ailleurs, quand le dernier Conseil des ministres a été reformé, il y avait 3 enfants en bas d'1 an. Donc, il y a eu 3 ministres avec des enfants en bas d'1 an. Donc, c'est quelque chose de plus en plus fréquent. Oui, exactement. Le président de la Chambre des communes a lui-même 5 enfants. Donc, je pense que c'est une réalité qui fait plus en plus partie de la vie des politiciens et des politiciennes. Puis, c'est une réalité qu'on apprend à conjuguer avec. Et c'est correct aussi. Moi, regardez, je suis pour ça à 100%. Puis, qu'un bébé accompagne sa mère, que ce soit une campagne électorale ou dans une activité politique, c'est correct, tout simplement. C'est correct. Cet enfant-là fait partie de la famille. Effectivement. Puis je pense que de plus en plus, les employeurs au Canada ont à s'ajuster justement avec les concepts de conciliation travail-famille. Donc, la Chambre des communes n'est pas, si on peut dire, étrangère à ça. Non, absolument pas. Quel dossier... je sais qu'il y avait, à un certain moment donné, Christine Moore... était critique pour les dépenses de l'armée à un certain moment donné. Quel dossier vous avez actuellement? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme dossier, comme critique, si vous voulez? Bien, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis porte-parole adjointe pour l'énergie et les ressources naturelles. Énergie et ressources, OK, oui. Ressources naturelles. Donc, j'ai travaillé, entre autres, j'ai fait avoir une étude sur les mines de terres rares en comité des ressources naturelles. Donc, grâce à ma motion, on a fait une petite étude sur les mines de terres rares. J'ai demandé aussi qu'on discute de foresterie avec l'accord du bois d'œuvre qui vient à échéance en 2015. Oui, et on va discuter de foresterie là, à partir de ce printemps. Donc, je suis active là-dessus. J'ai déposé une motion pour une stratégie nationale pour la foresterie aussi. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup creusé les dossiers des mines de terres rares, le dossier minier en général aussi, mais spécifiquement les mines de terres rares, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est, quelles sont les conséquences environnementales, mais quels sont aussi les potentiels, c'est quoi le marché, c'est quoi le contexte mondial de ces mines-là. Et aussi au niveau de la foresterie, là, que j'ai davantage creusé le dossier. Enfin, vous êtes dans les ressources. Effectivement. C'est ça qui est... parce qu'il y a tellement de...
il y a tellement de dossiers dans les ressources. Puis nos ressources, il faut les protéger aussi. C'est beau exploiter, là, je n'ai rien contre ça, sauf aussi, il faut les protéger, nos ressources. Bien, c'est tout le temps la question d'une exploitation raisonnable qui doit se faire en essayant de le faire avec la meilleure façon dont on peut le faire au niveau de l'environnement, mais aussi en développant, en exploitant les ressources dont on a besoin. Il n'y a pas surexploitation, surtout dans le cas des ressources renouvelables. Voilà. Je pense que c'est très important d'avoir un équilibre justement pour permettre à ces ressources-là de se renouveler. Et dans le cas des ressources non renouvelables, bien, il faut être raisonnable dans ce qu'on décide d'exploiter. Voilà, parce qu'une fois qu'on en a fini, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, exactement. Un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va continuer à en faire couler, c'est Poste Canada. Effectivement. Poste Canada, fermeture anticipée de bureaux de poste, fin de la livraison du courrier à domicile, des boîtes à mal au coin des rues, on en voit là de plus en plus. La population est vieillissante aussi, il faut tenir compte de ça. Quelle est votre position sur tout ce qui se passe à Poste Canada? Bien, moi, je crois que c'est des changements qui sont vraiment inacceptables. C'est des services aux citoyens qui sont présentement menacés. Puis il n'y a aucune compagnie qui peut réussir à garder sa clientèle au privé en diminuant ses services et en augmentant ses coûts. Et c'est exactement ce que Poste Canada fait. Il augmente les frais de service, il augmente les prix des timbres, il diminue les services, les heures d'ouverture, puis il espère, si on peut dire, comme garder la clientèle. C'est problématique, c'est pas une façon de faire. Et Poste Canada est incapable de se remettre en question en disant, bien, comment on peut dynamiser, comment on peut aller chercher des montants supplémentaires. Est-ce qu'il y a des mandats, par exemple, au niveau bancaire ou autre, qu'on pourrait accepter de faire pour aller, si on peut dire, compléter un peu puis balancer les profits qu'on est en train de perdre. Oui, Poste Canada nous répète continuellement qu'il y a une diminution du nombre de lettres qui est envoyée, sûr, oui. Mais il y a un nombre incroyable quand même d'augmentation au niveau du colis. Les gens magasinent de beaucoup plus par Internet. Par Internet, donc font livrer leur colis. La situation n'est pas si noire que ça. Et la seule année qu'ils n'ont pas fait de profit, c'est l'année où ils ont envoyé leurs employés en lock-out. Sinon, ils ont quand même fait des profits toutes les autres années. Ils en font peut-être moins, mais ils font toujours des profits. Donc, la situation chez Poste Canada est loin d'être aussi dramatique. Et les changements qui sont proposés sont faits d'une manière, si on peut dire, des fois, on ne réalise pas la complexité. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont expliqué que, bon, il y avait un formulaire pour ceux qui n'étaient vraiment pas capables de se rendre. Et c'est un formulaire qui est quand même assez simple au niveau médical à compléter. Je leur ai dit, pourquoi vous ne permettez pas que ce soit les infirmières qui le complètent? Et je les ai un peu chicanés pour ça, parce que à chaque fois, ils complexifient, si on peut dire, la méthode pour que les gens puissent avoir leur courrier. Ça risque d'entraîner des chutes. Et là, le formulaire, c'était un médecin ou d'autres spécialistes qui sont quand même pas accessibles qui pouvaient le compléter. Okay. Et souvent, il y a des frais. On va chez le médecin et pour compléter un formulaire, il y a des frais. Moi, ce qui m'a insulté, je l'ai dit, ce qui m'a insulté, c'est qu'il y a une entreprise, est-ce que c'est conjoint avec le ministère, avec Poste Canada, je ne sais pas, mais tout de suite, on a vu des entreprises dire, on va vous livrer le courrier à domicile, à une livraison par semaine, ça va coûter tant, à 3 livraisons par semaine, ça va coûter tant, puis une à tous les jours, ça va coûter tant. Voyons donc. Mais c'est justement, c'est inacceptable comme solution parce que c'est exploiter des gens qui sont dans des situations précaires. Voilà, exactement. Et je pense que c'est tout à fait inacceptable. Puis je pense que quand un premier ministre n'est même plus capable de s'assurer que le courrier est livré, il y a un grave problème de gestion. Parce que la population est vieillissante, ça on le sait. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui va aller faire ses affaires sur Internet aussi. Il y a encore des personnes âgées qui veulent recevoir leur courrier. Il y a des personnes âgées qui veulent recevoir leur chèque. C'est un service essentiel
à Oui, Poste mais de Canada. toute façon, il y a des coûts aussi, là. Il Oui. ne faut pas se le cacher que pour avoir Internet, il y a des coûts à Oui, chaque mois, c'est ça sûr. prend un Oui, ordinateur. oui, Donc, c'est on sûr. a juste notre Ça prend revenu un de petit cours aussi parce que il faut savoir comment manipuler Internet. Oui, aussi. puis si par exemple on utilise Internet même pas 1 heure par mois, est-ce que c'est rentable de payer 50 $ par mois pour avoir une connexion si c'est pas plus Si quand c'est pas plus, oui, quand exactement. c'est pas accessible, de Voilà. payer les frais pour du matériel informatique? Faut être capable d'être raisonnable aussi. Et pour plusieurs personnes, c'est encore très difficile d'avoir accès à Internet. Quelquefois, c'est physiquement, à cause de l'endroit où est-ce qu'on est. Oui. Mais quelquefois aussi, c'est financièrement que C'est ça ça. n'a pas de sens. Exactement. Pour en finir avec ce dossier-là, Mme Moore, comment tout ça va se terminer? Est-ce que M. Harper, c'est sûr, il est majoritaire? Il va pouvoir imposer ce qu'il veut. Mais on s'en va véritablement vers la fermeture de plusieurs bureaux de poste, on s'en va vraiment vers on va cesser complètement la livraison du courrier à domicile. On va s'en aller là. Ben, on s'entend que, bon, après 2015, après les élections, pour nous, c'est sûr et certain qu'on n'acceptera pas ces changements-là. Malheureusement, il y en a peut-être dans certains endroits qu'on sera plus capable de Parce revenir que ça en va déjà arrière. fait, c'est ça. Exactement, OK. mais c'est sûr qu'il va y avoir un stop, si on peut dire, dans la hache qui est en train de se mettre à Poste Canada, advenant l'élection d'un gouvernement néo-démocrate. Pour sûr. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de cercles vicieux. Le montant qui est offert, par exemple, pour les dépanneurs qui décident d'offrir le service de Poste Canada, souvent ne couvre même pas les frais supplémentaires que ça l'amène au niveau du nombre d'employés qui doivent être présents, au niveau des assurances. Donc, les gens offrir un service à perte quand, bon, tu sais, on a un commerce, quelquefois, ils se désintéressent et après ça, ben, Poste Canada Et le dit service le ne sera plus le même à ce moment-là aussi. En tout cas, espérons que ça va se régler à la convenance d'un peu tout le monde, puis disons que le dossier chemine très vite à Poste Canada. J'ai l'impression. Oui, effectivement, on a régulièrement des surprises. On se dépêche d'agir. De mauvaises surprises. Oui, et les élus aussi municipaux se plaignent de la façon de procéder de Poste Oui, Canada. puis on a vu, là, nous autres, peut-être que c'est pas comme... Ben, on en a un peu chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, mais quand on voit, là, dans les grands centres, là, on prend tout un coin de rue pour installer des boîtes à mal, puis c'est fait, excusez l'expression, mais un peu tout croche en plus de ça. Les maires se plaignent de ça aussi parce qu'ils se disent, dans mon arrondissement, c'est vraiment pas beau, là, tu sais. Mais il n'y a pas juste l'esthétique, des fois, il y a la sécurité routière, également parce que ça aussi. crée aussi des gens qui arrêtent en auto. Exactement. Et si c'est pas stratégiquement placé, ça peut entraîner des problèmes de sécurité routière. Exactement. Projet de loi C-504, protection des pompiers volontaires. Moi, là, j'ai trouvé, je sais que vous avez défendu ce projet de loi-là, puis moi, j'ai été pompier volontaire longtemps. Puis je sais de quoi vous parlez lorsque vous défendez ce projet de loi-là, qui a été rejeté par les libéraux et les conservateurs en février 2014. Quelle est cette loi et où elle est rendue? Parce qu'elle a été retravaillée, je pense. Effectivement. Dans le fond, elle a été battue en deuxième lecture par en les février libéraux 2014, conservateurs. Donc, le projet de loi n'existe plus. Et suite à ça, il y a eu des pétitions qui sont parties en ligne. Il y a des pompiers qui m'ont contacté vraiment à travers le pays pour remettre ce projet de loi-là sur la table. Il y a eu des pétitions qui ont été lancées par quelqu'un d'autre que moi. Là, c'est vraiment, ça n'a aucun lien avec mon bureau. Donc, en voyant le soutien populaire, j'ai retravaillé le projet de loi. Donc, il contient exactement les mêmes choses qu'avant, mais il y a une nouvelle partie qui est ajoutée aussi au niveau de l'assurance-emploi pour être sûr qu'un pompier volontaire qui serait prestataire de l'assurance-emploi ne serait pas pénalisé parce qu'il était répondre à un appel incendie, qu'il a décidé de participer à de la formation pendant qu'il était prestataire parce que ben il n'y en a pas d'emploi, fait qu'il a dit je peux bien faire la formation en attendant. Donc c'était pour ajouter des dispositions aussi au niveau de l'assurance-emploi pour être sûr que ça les pénaliserait pas non plus. Donc, le but est vraiment de favoriser
dans le fond, la prestation de service des pompiers volontaires et aussi d'aller, si on peut dire, contrebalancer la loi québécoise qui s'applique aux employés qui sont sous juridiction provinciale pour qu'on ait l'équivalent au niveau de la juridiction fédérale. Ça ne fait pas des miracles, mais ça peut donner un coup de main. Puis quand on parle de force d'attaque, bien, si ça prend 12 pompiers pour rentrer dans un bâtiment, puis qu'il y en a juste 11, bien, on ne peut pas rentrer, ça le prend le 12e. Donc, quand ils disent, oui, mais ça s'appliquerait juste à 5 des pompiers volontaires, mais si c'est le pompier, là, mais oui, exactement. si c'est lui que ça prend pour manquer, voilà. Fait que souvent, c'est beaucoup une question rurale. Les gens comprennent peut-être moins la réalité, parce que nous, on n'a pas d'autre chose que des pompiers volontaires. On ne peut pas avoir des services incendies de pompiers à temps plein. Absolument pas. Parce que des pompiers volontaires, il y en existe depuis nombre d'années, depuis nombre de décennies, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours aussi, parce que comme vous le dites si bien, c'est pas n'importe quelle ville qui peut se permettre d'avoir des pompiers permanents, là, c'est sûr. Donc, mais au moment où l'on se parle, Madame Moore, ce projet-là a été redéposé à nouveau. Effectivement, c'est un nouveau projet de loi. C'est un nouveau projet de loi. Qui porte le numéro 630. OK. Fait que là, ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, il est rendu... Ben, il a été en première lecture. Il a été en première lecture. Donc, les gens peuvent le consulter, peuvent aller voir le texte du projet de loi, il est là. OK. En regardant dans votre dossier, j'ai vu que vous aviez plusieurs intérêts en région. Moi, je vais vous en nommer quelques-uns, puis vous me direz votre position à l'égard de ce projet-là. Protection des lacs et rivières. Bien, c'est sûr et certain que c'est quelque chose d'essentiel. Premièrement, parce que c'est une activité touristique. Il y a beaucoup de gens qui viennent en région pour profiter des lacs et rivières. Il y a beaucoup de gens qui se nourrissent de ce qu'on peut prendre dans les lacs et rivières. Et c'est aussi, bon, quelquefois des moyens de transport. Il y a encore des gens qui décident, bon, peut-être plus à des fins touristiques, mais par eux-mêmes. Donc, je pense que c'est très important de les protéger, de protéger la qualité de notre eau. On est une région dont le tourisme est basé sur un peu sur la nature, ce qu'on a à offrir. Et si on ne fait pas attention pour la préserver, pour garder, dans le fond, une offre qui est aussi intéressante pour les gens, bien, ça va nous faire mal. Et je pense aussi bien, que, en considérant, par exemple, les Premières Nations qui utilisent beaucoup bon, la pêche et la chasse, bien, c'est la santé de nos populations autochtones aussi qui est concernée quand on ne fait pas attention à nos cours d'eau. Et protéger surtout les lacs et rivières contre la pollution. C'est excessivement important aussi. Logement social, ça c'est un gros dossier, ça. Effectivement, on est encore dans des situations où est-ce qu'on a de la difficulté à trouver des logements. C'est de plus en plus difficile. On se retrouve aussi dans une espèce de situation où est-ce que c'est très difficile de trouver des promoteurs qui veulent construire des logements parce que souvent le prix des loyers moyens est inférieur à ce que ça coûte pour les construire. Voilà, mais au final, c'est des gens qui n'ont pas d'endroit où se loger. Voilà. C'est ça que ça cause comme conséquence. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas de place à se loger. Puis les places qui restent à se loger, bien, ça laisse à désirer aussi. Effectivement. Protection des fermes familiales, ça aussi, c'est important. Je pense que pour moi, c'est vraiment une priorité. On est une région qui s'est bâtie grâce à l'agriculture. Oui. Et à chaque année, il y a des fermes qui se font acheter ou qui ferment leurs portes complètement parce qu'ils ne réussissent plus à arriver. Et c'est un patrimoine qu'on risque de perdre, qui risque d'être très difficile à aller rechercher. Une fois que le quota de lait est vendu, c'est très difficile d'aller le rechercher. Le rechercher à nouveau. Donc, je pense que c'est très important. Puis c'est pour ça que dans l'été, j'ai fait une tournée de tous les marchés publics pour faire la promotion des produits régionaux, l'importance de consommer localement, de consommer nos produits, par exemple le pain, le fromage, les légumes qui sont faits ici, parce que c'est d'encourager l'économie locale. Encourager le local, surtout. Et
en particulier les personnes âgées, sont très préoccupées de justement ce qui est en train de se passer au niveau de l'agriculture. Puis le fait qu'au gouvernement fédéral, il y a une absence totale de vision pour le futur de l'agriculture. Okay. C'est comme si ça n'existait pas dans l'Est du Canada, l'agriculture pour le ministre qu'on a. Et je pense que c'est tout à fait désolant. C'est primordial qu'on ait une vision de ce qu'on veut pour notre agriculture pour les 20, 50 prochaines années et qu'on mette en place des actions, des plans qui vont, qui vont être basés sur cette vision-là. Sur cette vision-là, exactement. Lutte contre la violence faite aux femmes autochtones. Bien, je pense que ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Hein? On relève des dossiers actuellement. Effectivement. Bien, comme, tu sais, dernièrement, là, une enquête a révélé que, je pense, c'est 5 fois plus de chances, si c'est pas 8 fois, de subir de la violence contre une femme autochtone versus une femme blanche. Puis ça, je pense que c'est inacceptable. Ici, on a des communautés autochtones et non seulement, oui, la violence qui est faite à ces femmes-là est inacceptable, mais c'est aussi le silence et l'espèce de on s'en préoccupe pas qui est parfaitement inacceptable. Je pense que on n'accepterait pas que, par exemple, des cas de meurtre, de disparition soient un peu laissés dans le vide comme ils sont actuellement dans plusieurs communautés autochtones. Exactement. Je pense qu'il faut se sensibiliser à ça. Parce que la femme autochtone doit avoir les mêmes droits, la même protection que la femme blanche. Pareil. Effectivement. Madame Moore, mon Dieu, un dossier, mais ça va s'en venir tranquillement, mais amélioration, accès Internet et couverture cellulaire. On en travaille tranquillement, c'est loin d'être à la perfection encore, mais on s'en vient avec ça aussi tranquillement. Effectivement, je pense que ça continue d'être important, mais pas juste au niveau des tours, mais aussi au niveau des programmes d'accès communautaire, par exemple. Le gouvernement fédéral prend des fois des décisions qui sont illogiques l'une avec l'autre. Par exemple, il dit qu'ils veulent que les gens aillent davantage sur Internet pour remplir leur déclaration de chômage, pour remplir l'impôt, etc. Mais ils coupent les programmes d'accès communautaire à Internet. Donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se permettre d'avoir Internet à la maison, qui allaient dans des cassis, des endroits pour avoir accès à Internet, et maintenant, on coupe ce financement-là. Donc, le gouvernement prend tout le temps des décisions qui ne marchent pas l'une avec l'autre. S'il veut que les gens aillent davantage sur Internet, bien, il faut qu'il s'assure que les gens ont accès à des points Internet qui sont communautaires si ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de se permettre cet accès-là. Voilà. Mais le gouvernement a fait le contraire, a dit on veut que les gens aient davantage sur Internet, mais en plus, on va couper tous les programmes d'accès communautaire. Fait que ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est important de soutenir ces projets-là, justement, pour que les gens, dans des petits villages, puissent avoir des points d'accès à Internet, en particulier ceux, justement, comme on parlait, les personnes âgées, qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer ce qui peut revenir facilement à 100 $ par mois pour avoir accès à Internet, si on tient compte du matériel. Surtout si on l'utilise 15 minutes, 1 heure par mois. Qu'est-ce que le NPD, qu'est-ce que Christine Moore s'attend du prochain budget fédéral qui va sortir au mois d'avril, fort probablement? Est-ce que ce sera un budget d'élection? Fort probablement. Avec plusieurs petits bonbons à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement a tellement coupé partout, justement, pour atteindre son équilibre budgétaire, que, dans le fond, il l'a fait sur le dos des gens pendant toute la durée de son mandat pour, justement, être capable d'offrir des bonbons ici et là. Mais je pense que les gens ne sont pas dupes, puis ils savent c'est quoi les 4 dernières années auxquelles ils ont passé au travers. Une question que j'aime poser, que ce soit au fédéral ou au provincial, mais en tant que vous, politicienne, moi j'aimerais avoir votre opinion sur pour ou contre le droit de mourir dans la dignité. C'est une question qui est quand même assez technique dans le sens où est-ce que il y a plusieurs points qui rentrent, comment je peux dire, le fait de mourir dans la dignité
de pouvoir recevoir des soins palliatifs, d'être accompagné, d'avoir une certaine qualité qui entoure les soins de fin de vie, je pense que cette question-là se pose pas. Le débat se pose quand on rentre dans la question de l'euthanasie, du suicide assisté. Exactement. Et là, c'est très différent, mais une des choses dont on a discuté régulièrement, c'est à partir du moment où est-ce qu'on aurait des soins palliatifs qui sont vraiment optimaux, peut-être qu'on peut aller sur la question vraiment à savoir est-ce qu'on permet l'euthanasie, mais à partir du moment où est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des soins palliatifs, qui n'ont pas de lit disponible, qui sont un peu pognés pour subir les aléas du système, à quel point on est prêt à se rendre à l'autre question, je ne sais pas. Est-ce que le désir d'une personne, par exemple, de mourir plus rapidement serait le même que si, par exemple, elle n'aurait pas à attendre après une piqûre parce que l'infirmière qui s'occupe de elle a aussi 12 autres patients puis est un peu débordée puis qu'elle essaie de faire son possible. Donc, c'est une question très complexe, mais je pense qu'il faut, si on peut dire, régler un peu la question des soins palliatifs avant d'aller plus loin dans le débat. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'appuyer le député de Timmins, James Bay, Charlie Angus, dans sa motion sur les soins palliatifs qui demande que le gouvernement fédéral s'engage à aider les provinces pour, justement, fournir des soins palliatifs qui tiennent compte de la culture, par exemple, au niveau des Autochtones. Voilà. Et pour nous, je pense qu'il faut commencer par ça avant de se rendre plus loin. S'assurer que les gens ont des soins palliatifs de qualité avant d'aller plus loin. Votre opinion sur l'élection de Mme Michaëlle Jean à l'Organisation internationale de la francophonie? Bien, c'est sûr je suis contente que ce soit une Canadienne qui soit à la tête de cette organisation-là. Aussi, bon, c'est quelqu'un qui d'une autre origine ethnique. Donc, je pense que ça représente bien, si on peut dire, ce que le Canada est devenu au fil des années. Donc, un amalgame de gens qui ont passé plusieurs années ici versus les nouveaux arrivants qui ont réussi à bien s'intégrer. Donc, je suis contente qu'elle ait pu accéder à ce poste-là. Peut-être que comment je peux dire, à quel point les gouvernements se sont investis financièrement pour sa campagne. Bon, c'est peut-être plus discutable, mais ce qui est discutable aussi, parce qu'il reste très peu de temps, ce qui est discutable aussi, Mme Moore, c'est que la SODEC va sortir un film sur Mme Jean, comme lorsqu'elle était gouverneur général du Canada. Et puis, celui qui va produire le documentaire, c'est M. Jean-Daniel Lafont, qui est le conjoint de Mme Michaëlle Jean. Et la SODEC va investir plusieurs centaines de mille dollars dans ça. Ça, je trouve ça un petit peu fort. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Bien, justement, là, je pense que quand on est, comment je peux dire, dans tous les projets, quand c'est la famille, les conjoints, on doit se tenir loin de ça. Oui, puis aller dépenser nos fonds monétaires pour faire connaître le poste de gouverneur général du Canada. Disons que moi, je trouve ça exagéré. Et surtout que Mme Michaëlle Jean, j'ai rien contre elle. S'il y a quelqu'un qui peut nous représenter, bien nous représenter, c'est elle, mais elle conserve aussi sa pension fédérale de 130 000 $ par année. Ça aussi, c'est des choses qu'on pourrait discuter beaucoup. C'est sûr que sa pension, bien, elle y a droit. Oui, non, mais c'est ça. Il y a certains aspects qui sont peut-être plus discutables, qu'au niveau éthique, ça mériterait qu'on ait une discussion. Ça méritait, exactement. Très vitement, il reste à peine une minute. 9,5 milliards qui sera versé par le fédéral en péréquation au Québec. Est-ce qu'on peut dire que le Québec s'en vient comme une province de BS, entre parenthèses? Ben, je croirais pas ça. Là.
faut comprendre aussi que l'économie est cyclique et bon, la péréquation, par exemple, là, on s'attend que l'Alberta, qui jusqu'à maintenant en recevait pas, avec ce qui se passe au niveau du prix de l'essence descend. Donc c'est tout le temps en fonction. On me fait signe que c'est terminé. Madame Moore, merci infiniment. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Et puis un très bel accouchement, j'en suis persuadé. Puis on vous souhaite tout le succès possible dans votre vie de maman, surtout. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.